Les années 50, une époque dont on se souvient pour des familles bien rangées, radieuses, des jukebox et un Hollywood tenu par des règles. Si strictes qu'un seul mot mal placé pouvait ruiner une carrière. Mais derrière l'éclat poli, des cinéastes audacieux repoussaient les limites de ce qui pouvait être montré ou dit, ou même sous-entendu. Mais quels films ont le plus ébranlé les gardiens de la morale? Reste avec moi. Ces films osés ont réécrit le livre des règles, numéro 15, La Lune est bleue. 1953. Quand La Lune est bleue arriva, elle fut saluée comme une comédie romantique légère. Mais sous ses rires se cachaient les tremblements de rébellion. Réalisé par Otto Preminger, le film suivait une jeune femme qui traversait les dangers de l'amour moderne. En apparence inoffensif, mais le scénario osait employer des mots. Le code de production interdisait strictement la séduction des vierges et des maîtresses. Imaginez un pays où même la moindre mention des rapports adultes pourrait déclencher l'indignation. La Légion catholique de la décence condamne le film, le jugeant répréhensible. Plusieurs commissions de censure d'État ont interdit le film. Des initiés d'Hollywood murmuraient que le refus de Preminger de couper le dialogue choquant était un suicide. Pourtant, il resta ferme, défiant les distributeurs de le sortir sans approbation officielle. Et voici le rebondissement. Le public l'a littéralement adoré. Les spectateurs se sont massés dans les cinémas, émus par ses conversations pleines d'esprit et de franchise. Les critiques étaient indivisées. Certains ont applaudi son honnêteté, tandis que d'autres avertissaient que c'était une fissure dangereuse dans le barrage de la morale, et l'héritage de cette fissure devint un déluge. La lune est bleue, elle n'a pas seulement déclenché des rires. Cela a aidé à briser le code de production jadis intouchable, montrant que le public pouvait supporter plus que les capteurs pensaient. Ce qui semblait une simple comédie est devenu une bataille majeure pour la liberté du cinéma. Un mot simple, autrefois interdit, avait déclenché une révolution. Numéro 14, Poupée bébé, 1956. Quand Baby Doll, le film d'Elia Kazan, est arrivé sur les écrans, le scandale n'était pas seulement attendu, il était inévitable. Commercialisé avec le slogan « Elle a 19 ans, elle est mariée, elle est toujours vierge », le film a osé explorer le désir et le pouvoir de manières qui y ont laissé les spectateurs sans voix. Adapté des pièces de Tennessee Williams, il racontait l'histoire d'un mari fâché, de sa jeune épouse et d'un rival qui la séduit et l'entraîne. La Légion catholique de la décence l'a jugé immoral tout de suite. Les salles du Sud refusèrent de le diffuser. Les politiques l'ont jugé très honteux pour les valeurs américaines. Les journaux ont publié des tribunes. On disait cela corromprait la jeunesse. Et dans les coulisses, les patrons du studio ont paniqué, craignant des boycotts et d'une intervention gouvernementale. Mais voici le comble. Malgré l'indignation, Baby Doll a reçu 4 nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure actrice pour Carol Baker. Les critiques ont loué ses prestations d'art et son atmosphère gothique du Sud, obsédante. Pour beaucoup, cela représentait une honnêteté franche dans le cinéma américain, où les personnages pouvaient être imparfaits, bruts et d'une réalité criante. Pourtant, la controverse persista. Des salles annulèrent des projections après des protestations publiques. D'autres les firent passer sous garde policière. Kazan lui-même avoua s'attendre à la censure, sans imaginer la férocité des réactions. Avec le temps, le scandale s'estompa doucement, lentement. Mais l'influence du film a grandi. Ce qui avait jadis choqué le public est devenu une étape audacieuse ouvrant la voie au cinéma des années 60 et marquante. Aujourd'hui, Baby Doll est moins connu pour la fureur qu'il a provoquée et davantage pour le courage qu'il a incarné. Marqua la fin de l'innocence dans la narration hollywoodienne. Numéro 13, L'homme au bras d'or, 1955. Lorsque Otto Preminger présenta L'homme au bras d'or, les critiques furent ébahis. Ce n'était pas un drame de studio brillant, c'était brut, suant et sans concession, porté par Frank Sinatra. En tant que croupier luttant contre l'addiction, le film abordait un sujet. Hollywood avait strictement et sans exception interdit l'existence même et réelle des narcotiques. Imaginez, à l'époque, le code de production interdisait toute représentation de l'usage des drogues. Mais Preminger, déjà connu comme un faiseur de troubles pour le film Moon is Blue, refusa de se plier aux règles. Les censeurs refusèrent d'accorder l'approbation. Les studios prévoyaient une catastrophe financière. Pourtant, United Artists a sorti le film sans le code de production.
envoyait un doigt d'honneur au système. La réaction du public fut explosive à grande échelle. Beaucoup de salles de cinéma refusèrent de le projeter, craignant amendes et boycotts. Des groupes religieux dénoncent le film, accusant Preminger de glamouriser le vice. Mais le public est devenu malgré tout fasciné par la performance brute et fragile de Sinatra. Les critiques ont salué ce tournant crucial pour sa carrière. Pour une fois, Hollywood n'a pas caché derrière des euphémismes. Cela montrait la lutte comme elle était. Dans les coulisses, Sinatra a tout donné dans le rôle, déterminé à prouver qu'il n'était pas qu'un crooner en perte. Il étudiait des toxicomanes en clinique, capturant le désespoir tremblant à l'écran. Son pari a vraiment réussi. Il a obtenu une nomination à l'Oscar, consolidant son héritage d'acteur et les retombées. Les capteurs ont perdu du terrain, défiant le code et continuant à réussir. L'homme au bras d'or a entrouvert une porte. D'autres cinéastes se précipitèrent bientôt vers ce qui était autrefois tabou et en firent un drame saisissant. Le film a démontré que le public était prêt à affronter les recoins les plus sombres de la vie humaine. Et Hollywood n'aurait plus jamais pu prétendre le contraire. Numéro 12, Blackboard Jungle, 1955. Quand MGM a sorti Blackboard Jungle, personne n'était prêt au chaos. C'était un drame scolaire brutal. Cela suivait un enseignant qui luttait pour maîtriser une classe violente en centre-ville avec Glenn Ford et le jeune Sidney Poitier. Cela a brisé la façade polie de l'école américaine et révélé un monde de couteaux, de gangs et de rêves cassés. Mais ce qui a vraiment enflammé la colère n'était pas seulement la violence, c'était la musique pour la première fois. Un film hollywoodien présentait le rock and roll, Bill Haley et ses comètes, Rock Around the Clock, qui retentissaient sur le générique destiné au public adulte. On aurait dit que c'était la rébellion elle-même. Certains chuchotèrent que cela pourrait provoquer des émeutes, et ils n'avaient donc pas tort. Lors des séances, dans tout le pays, des ados se levèrent. Dans les allées, ils dansaient, brisant des vitres et s'affrontant avec les flics. En Angleterre, les pouvoirs ont interdit le film après que les projections aient déclenché des violences dans quelques villes. Les critiques l'accusaient de glorifier la délinquance. Les défenseurs soutenaient le contraire. Le film reflétait les faiblesses de la société dans les coulisses. MGM était nerveux dès le départ. Les patrons du studio envisagèrent de couper la bande-son rock, craignant d'altérer la réputation. Le réalisateur Brooks disait que la musique était vitale et l'histoire lui donnait raison. Blackboard Jungle est devenu une référence, non seulement pour son histoire, mais pour avoir libéré le rock and roll dans le cinéma grand public. Son héritage est immense. Il a donné à Sidney Poitier son tremplin, a proclamé le rock comme une force culturelle et a obligé l'Amérique à affronter la rébellion juvénile. Franchement, ce qui avait commencé comme un drame scolaire s'est transformé en l'une des plus fortes divisions générationnelles de l'histoire du cinéma. Et Sympathie, 1956, ressemblait à un mélodrame MGM Poli réalisé par Vincent Minnelli. Il racontait l'histoire d'un jeune homme sensible, harcelé pour ne pas correspondre au moule masculin des années 50. Pourtant, sous son vernis soigné, se cachèrent des thèmes que Hollywood osait à peine nommer. La conformité sociale, les préjugés et le coût écrasant d'être différent. Les censeurs en furent horrifiés. Même le moindre doute sur les rôles de genre traditionnels suffisait à déclencher la panique. Le code de production imposait des coupes sévères. Forçant Minnelli à atténuer les enjeux de l'histoire, même les publics édulcorés ont saisi le sous-texte. Les murmures étaient sans équivoque. Et si le personnage était persécuté vraiment ? Non pas seulement pour être sensible, mais pour être perçu comme quelque chose de bien plus tabou. Encore, dans l'Amérique conservatrice, la controverse a explosé. Les dirigeants religieux condamnèrent le film comme propagande dangereuse. Certaines salles refusent de le programmer. Les critiques se partagent entre éloges pour sa sensibilité et indignation devant son audace. Pourtant, le public est attiré par la tension entre ce qui est montré et ce qui est insinué derrière les coulisses. Le casting lui-même était divisé. Deborah Kerr a défendu farouchement le film, affirmant son message de compassion vitale. MGM, toutefois, a joué la prudence, atténuant la controverse dans sa publicité. Et les suites qui ont suivi, Vérité et Sympathie, ont fissuré le mur du silence sur l'identité et la conformité.
Alors qu'il ne pouvait pas tout dire ouvertement, il disait assez pour résonner chez ceux qui l'ont vécu. Réalité et héritage sont doux amers. Un film qui a osé murmurer ce que d'autres craignaient de crier dans une décennie de rôles rigides. Quel est le coût d'être fidèle à soi-même? Numéro 10, un tramway nommé Désir. 1951, dès le départ, un tramway nommé Désir a été présenté en première. Ce fut un triomphe autant qu'un scandale. Adapté d'une pièce brûlante de Tennessee Williams dirigée par Alia Kazan avec Marlon Brando dans le rôle qui a lancé sa carrière. Elle offrait un niveau d'émotion brute que le public n'avait jamais vu. Mais voilà le twist. Ce qui fit de la pièce une sensation était ce qui horrifiait les sens. Le code de censure imposait lourdes coupures, des scènes de brutalité, d'allusions et de tourments mentaux qui ont été adoucis ou réécrites. La Légion catholique de décence exigea des coupes encore plus sévères, et Warner Bros. S'y conforma à contre-cœur, terrifié par un boycott national et censura même le film. La performance de Brando était choquante, animalistique, électrique et dangereuse. La dissidence de Vivien Leigh qui la poussait jusqu'à la folie était dévastatrice. Les critiques l'ont qualifié de chef-d'œuvre et d'indécent. Le public murmurait sur ce qui avait été coupé et des rumeurs circulaient sur des scènes jugées trop crues. La tension était réelle. Casa a voulu préserver au maximum le matériel audacieux de Williams, les dirigeants du studio exigeant un compromis. Brando lui-même s'est confronté à la presse. Refusant de s'excuser pour une prestation, certains l'ont jugé vulgaire. La rue nommée Désir a reçu 4 Oscars, faisant de Brando une star et transformant durablement le métier d'acteur. Mais cela a aussi révélé les limites réelles de la censure, bien sûr. Le public pouvait ressentir profondément la puissance brute de ce qui avait été retiré. En essayant d'adoucir l'histoire, les censeurs n'ont fini par faire grandir ses ombres. Un tramway nommé Désir n'était pas qu'un simple film, c'était un séisme culturel. Il invitait les spectateurs à affronter le désir, la violence et la fragilité d'une façon que Hollywood avait longtemps refusée. Les censeurs ont tout fait pour étouffer son feu, mais il brûla quand même, puissamment. Numéro 9, Le Sauvage, sorti en 1953. Quand Le Sauvage a rugi dans les salles, l'Amérique n'avait jamais vu quelque chose comme cela. Marlon Brando, vêtu de cuir, en selle sur une moto triomphe étincelante, incarnait un nouvel archétype, le rebelle mélancolique qui ne respectait pas les règles. Contre quoi vous rebellez-vous? Il répond d'un sourire narquois. W.A. Doya a provoqué de lourds frissons dans l'Amérique profonde. L'histoire suivait une bande de motards qui envahissait une petite ville, répandant la peur, la violence et le chaos. Pour la première fois, Hollywood dépeignait la culture des jeunes, non pas comme immaculée, mais dangereuse et sauvage, et cela terrifiait profondément les censeurs. Plusieurs États américains ont interdit le film purement et simplement, affirmant qu'il inciterait à la délinquance à travers l'Atlantique. Les autorités britanniques sont allées plus loin. Elles ont interdit tout cela pendant plus d'une décennie, craignant que cela ne corrompe leurs jeunes hommes. Dans les coulisses, la prestation de Branso a suscité sa propre controverse. Son style naturaliste s'opposait aux traditions du cinéma hollywoodien, déstabilisant les critiques qui le trouvaient vulgaire et incohérent, et le studio Columbia Pictures. Prêts à l'échec. Mais le film est devenu une véritable sensation auprès du public lui-même. Les censeurs craignaient les adolescents. La réaction fut rapide. Des groupes de parents réclamaient une censure plus stricte. Les législateurs dénonçaient la glorification des voyous par Hollywood, mais le génie était bel et bien sorti de la bouteille. La veste en cuir de Brando, la casquette inclinée et son allure menaçante devinrent des icônes culturelles considérables. Son héritage, très immense, le Sauvage n'a pas seulement déclenché des groupes, il a allumé l'archétype rebelle qui façonnerait tout, de James Dean au punk rock. Ce qui avait commencé comme avertissement destiné aux parents est devenu un cri de ralliement pour une jeunesse agitée. Pour les censeurs, c'était un cauchemar. Pour la culture, c'était une révolution. Numéro 8, Peyton Place, 1957. Quand Peyton Place est sorti au cinéma, on aurait dit un mélodrame ordinaire sur une petite ville. Mais les spectateurs réalisèrent rapidement qu'il ne s'agissait pas de dîner bien élevé ni de querelles familiales.
Il était basé sur le roman controversé de Grace Metalius. Le film osa franchement aborder des sujets que la plupart des scénarios hollywoodiens évitaient coûte que coûte. L'histoire décrit des affaires délicatées, des relations interdites, même l'ombre d'un abus, tout cela derrière le rideau d'une communauté parfaite de la Nouvelle-Angleterre. Des censeurs luttèrent bec et ongles pour couper et adoucir une grande partie du matériel brut du roman, mais même dilué, les implications étaient incontestables. Certains critiques l'ont condamné comme immoral. Des groupes religieux ont critiqué le film pour dévoiler le côté sombre de la vie familiale américaine. Pourtant, le public est venu le voir. La polémique a alimenté les ventes et a fait l'un des films les plus rentables de la décennie. Dans les coulisses, le casting a lutté avec la tension entre Hollywood et les récits plus sombres. Lana Turner, campant le rôle d'une mère tourmentée, a donné l'une de ses prestations les plus acclamées, hors écran. Ses propres scandales personnels ont rendu les parallèles d'autant plus saisissants. L'héritage. Peyton Place reçut 9 nominations aux Oscars et devint un phénomène culturel. Cela inspira une série télévisée de longue durée qui repoussa encore les limites. Ce qui avait commencé comme un livre jugé pornographique est devenu une pierre angulaire d'Hollywood, forçant le public à admettre que, derrière les clôtures blanches des banlieues, des ombres rôdaient toujours. 7. L'anatomie d'un meurtre. 1959, lorsque Otto Preminger revint avec l'anatomie d'un meurtre, il n'a pas seulement repoussé les limites, il les a écrasées. Le drame judiciaire avec James Stewart a exploré le procès d'un homme qui disait que l'agression faite à sa femme l'avait poussé à tuer dans le récit. C'était un vrai drame policier. En exécution, pour la première fois, un film américain employait franchement des mots comme le viol, le contraceptif et les culottes. Ce n'étaient pas du tout des métaphores ni des insinuations chuchotées. Ils furent énoncés clairement, devant le public. Le code de production s'opposa âprement, exigeant des changements. Preminger refusa tout net. Il le publia tel quel, défiant les censeurs qui voudraient l'arrêter. Certains théâtres refusèrent de le diffuser. Des chefs religieux le condamnèrent comme obscène. Pourtant, les critiques louèrent son audace et le public remplit les salles. James Stewart, connu pour son image saine et familiale, stupéfia les téléspectateurs par sa performance crue et sans compromis. Dans les coulisses, Preminger a délibérément recherché la controverse. Il savait que ce tollé attirerait les foules. Il avait raison. Le film rencontra un grand succès au box-office et obtint 7 nominations aux Oscars, marquant son héritage. L'anatomie monumentale d'un meurtre n'a pas seulement testé les limites, elle les a redéfinies. En montrant que le public pouvait accepter une discussion des réalités, cela a aidé à démanteler les codes de censure à Hollywood depuis les années 30. Ce qui était interdit devint un jalon d'honnêteté. Les portes du tribunal s'ouvrirent et ne se refermeraient jamais. Numéro 6. The Defiant Ones. En 1958, lorsque The Defiant Ones a été présenté, ce n'était pas seulement un long métrage, c'était une poudrière dirigée sous la direction de Stanley Kramer. Il racontait l'histoire complète de 2 prisonniers évadés. L'un était blanc, Tony Curtis, et l'autre noir, Sidney Poitier, enchaînés l'un à l'autre alors qu'ils fuyaient à travers un paysage hostile et aride. À l'époque de la ségrégation, la vue d'un homme blanc et d'un homme noir enchaînés l'un à l'autre était très incendiaire. Certains cinémas du Sud ont refusé de le projeter. D'autres ont exigé des coupes. Des censeurs dans certaines régions jugèrent de dangereuse une coopération interraciale et encore moins une amitié, mais le public ne pouvait détourner le regard. Poitier a livré l'une de ses performances les plus marquantes. Hollywood restait réticente à confier des rôles sérieux aux acteurs noirs. Curtis était trop tendu, dépassant son image d'idole du cinéma, démontrant sa puissance dramatique, alors que les tensions hors caméra étaient fortes. Les 2 acteurs luttaient avec les thèmes du film. À une époque où la violence raciale explosait à travers l'Amérique, Kramer faisait face à la pression des dirigeants du studio pour adoucir le message. Il refusa. L'héritage était incontestable. The Defiant Ones a reçu 9 nominations et 2 victoires, dont le meilleur scénario original. Il ouvrit la voie à des représentations plus sincères des questions raciales à Hollywood, même s'il provoqua l'indignation dans certaines régions. Plus qu'un drame, c'était une déclaration liant 2 hommes ensemble.
Kramer a forcé l'Amérique à affronter ses divisions. Les censeurs voulaient le silence. Mais le film s'est fait entendre haut et fort, et ses échos se font encore entendre aujourd'hui. Numéro 5, Sudden Fear, 1952. Lorsque Sudden Fear a été projeté pour la première fois, le public s'attendait à un autre film glamour mettant en vedette Joan Crawford. Ce qu'ils ont eu était quelque chose de plus sombre. Un thriller psychologique tortueux sur la trahison, l'obsession et le meurtre. Crawford joue le rôle d'une dramaturge à succès qui découvre que son mari ourdit un plan pour la tuer. La tension était palpable, mais son côté brut gêne les capteurs. Pourquoi ? Parce qu'il a osé dépeindre une femme non victime des circonstances, survivante, rusée, qui change tout. Le personnage de Crawford ne cède pas, même sous pression. Elle se bat dans une décennie où les femmes étaient souvent décrites comme passives. Cette inversion fut choquante. Les critiques murmurèrent que le film était trop violent et trop cruel, surtout dans sa poursuite climactique à travers les rues sombres de San Francisco. Dans les coulisses, Crawford se battait pour garder la dureté du rôle, tandis que la direction du studio poussait pour une fin plus tendre, craignant que le public ne refuse. Une héroïne qui opposait la cruauté à la cruauté, Crawford refusa, et le résultat fut l'une de ses prestations les plus emblématiques de la fin de sa carrière, qui lui valut une nomination à l'Oscar. L'héritage de Sudden Fear réside dans sa subversion. Il a pris les atours polis d'un mélodrame de studio et les a pourvus d'arêtes dentelées, annonçant les thrillers plus noirs et plus complexes des décennies à venir. Ce fut la preuve que les femmes à l'écran pouvaient être bien plus que des victimes. Elles pouvaient être les architectes de leur survie. Quatrième, La Grande Chaleur. En 1953, quand Fritz Lang sortit La Grande Chaleur, ça a explosé comme de la dynamite. En apparence, c'était un thriller policier. Un détective affronte un syndicat du crime après le meurtre de son épouse. Mais derrière cela, il y avait quelque chose de plus qu'un portrait sans concession de la corruption, de la brutalité et de la vengeance qui glaçait les censeurs jusqu'au fond d'eux-mêmes. La violence était choquante pour son époque. Dans une scène tristement célèbre, le gangster interprété par Lee Marvin jette un pot de café bouillant sur le visage de Gloria Gray. Et il agit avec une telle brutalité, cela a laissé le public sans voix. Les critiques accusèrent Lang d'aller au-delà de la décence. Le code de production s'irrita en affirmant que le film se délectait de la cruauté. Dans les coulisses, Lang luttait contre les dirigeants de Columbia qui voulaient un film plus propre et moins dérangeant, mais Lang insista pour montrer les conséquences du crime et ne les édulera pas. Son insistance a payé, alors que certains théâtres hésitaient à le projeter. Le grand succès a vite bâti une réputation d'un des films noirs les plus sombres et âpres jamais réalisés. Les critiques l'ont salué comme un chef-d'œuvre d'ambiguïté morale où même les bons sont consumés par la rage. Son héritage est immense. Il a influencé des générations de films policiers, de la nouvelle vague française à Martin Scorsese. Ce qui autrefois horrifiait les spectateurs est devenu un jalon marquant et durable du film noir, une histoire dans laquelle la violence a laissé des cicatrices aussi bien sur le corps que sur l'âme. Numéro 3, Picnic 1955. À première vue, Picnic semblait tout à fait inoffensif. Il s'agit d'un drame romantique situé dans une petite ville du Kansas, mais la pièce de William Inge a été portée à l'écran par le réalisateur Joshua Logan. Cette œuvre contenait des couches multiples de sensualité et de désir qui scandalisaient le public conservateur. L'histoire suit un vagabond errant interprété par William Holden dont l'arrivée bouleverse toute la ville et surtout ses femmes. La scène désormais célèbre où Holden danse torse nu avec Kim Novak, les yeux remplis de désir, est devenu l'un des moments les plus commentés des décennies par les censeurs de l'époque. L'idée d'une passion hors mariage était inacceptable. Certains conseils d'administration ont exigé que la scène soit raccourcie, craignant qu'elle n'incite des pensées immorales dans les coulisses. Holden lui-même était nerveux à propos du rôle. À 37 ans, il craignait d'être trop vieux pour incarner un jeune vagabond. Pourtant, sa vulnérabilité rugueuse électrisait le public. Novak, alors qu'elle faisait encore ses preuves, devint une star. Du jour au lendemain, la réaction fut divisée. Des chefs religieux l'ont condamnée comme indécente. Des ados et des jeunes femmes l'ont accueillie comme une bouffée d'air frais. Une histoire qui reconnaît le désir. L'héritage de Picnic est indéniable, il a remporté 2 Oscars et demeure une référence culturelle pour sa répression dans les petites villes.
Ce que les censeurs craignaient devint sa force, un rappel que sous les rues calmes et les sourires polis des années 1950, le désir toujours soupirait. Numéro 2, Rebelle sans cause, 1955. Peu de films secouèrent les années 1950 autant que Rebel Without a Cause. La prestation tragique de James Dean dans le rôle de Jim Stark, l'adolescent perdu en quête d'identité, s'est transformé en symbole pour toute une génération. Cette description rappelle comment le cinéma a révélé tensions et rêves d'une génération. Mais voici le rebondissement. Ce n'était pas seulement la présence magnétique de Dean qui perturbait les capteurs, ce furent les thèmes. La délinquance juvénile, les familles brisées et la suggestion que la jeunesse américaine était en train de dériver hors de tout contrôle dans un pays qui se vante de sa prospérité d'après-guerre. C'était de l'hérésie. Le film a été fortement scruté. Quelques salles refusèrent de le projeter, craignant des émeutes semblables à Blackboard Jungle. Les critiques de Jungle disaient qu'il glamorisait la rébellion. Des groupes religieux dirent qu'il inspirerait des actes copiés. Et après la mort soudaine de Dean dans un accident de voiture, quelques semaines avant la première, le film prit une aura étrange, prophétique. La tension en coulisses crépitait, tandis que Dean s'opposait fermement au réalisateur Nicholas Ray, qui poussait sans relâche à l'authenticité dans chaque scène. Natalie Wood et Sal Mineo ont tous deux offert des performances qui ont marqué leur carrière. Plus tard, on révéla que la production était aussi émotionnellement volatile hors écran que ce qu'elle paraissait à l'écran dans The Legacy. Le rebelle immortel sans cause a défini la rébellion des jeunes, façonnant tout de la mode à la musique, au cinéma même. Ce que les sens voulaient réprimer est devenu le cœur battant d'une nouvelle génération, numéro 1. Some Like It Hot, 1959, et nous voici ici, les plus audacieux d'entre eux. Some Like It Hot de Billy Wilder a été présenté comme une comédie loufoque. Mais sous ses rires se cachait une audace révolutionnaire mettant Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon en vedette. Il raconte l'histoire de deux hommes qui se déguisent en femmes pour fuir les gangsters. À elle seule, la prémisse horrifiait les spectateurs. Le travestissement était strictement tabou. Pire encore, le film s'amusait à jouer avec les rôles de genre, l'attirance et l'ambiguïté. Quand le personnage de Jack Lemmon dit à sa fiancée qu'il est en fait un homme, et le fiancé répond « Eh bien franchement, personne n'est parfait ». Le public est resté sans voix. C'était une chute qui a explosé comme de la dynamite. Le code de production a tenté de l'arrêter. Des groupes religieux l'ont condamné. Certaines salles refusèrent de le projeter, mais Wilder persista, convaincu que le monde était prêt. Le résultat, un carton au box-office et 6 nominations aux Oscars, les critiques l'ont salué comme l'un des les films les plus drôles jamais réalisés. Monroe, malgré ses luttes, a livré l'une de ses performances les plus aimées. Les frasques de Curtis et Lemmon sont devenues légendaires. L'héritage de Some Like It Hot est éternel, cela n'a pas seulement défié la censure. Il riait à la face de la censure, dissimulant des thèmes tabous. Wilder a démontré que le public pouvait accueillir le changement avec joie et sans peur. Le film annonçait le glas du code de censure et Hollywood libre, des chocs au tribunal aux émeutes de motards, des scandales murmurés à la rébellion ouverte. Ces films démontraient que les années 50 n'étaient pas calmes. Chacun d'eux brisait l'armure de la censure, osant montrer ce que d'autres tentaient d'enterrer. Mais voici la question. Lequel de ces classiques audacieux vous a le plus choqué? Aimez, abonnez et commentez. Votre réponse révélera les histoires que Hollywood a tenté de cacher.